Oui, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire d'introduction au manuel sur la participation sociale pour la couverture santé universelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bien, super, je continue. Donc, merci aussi de vous mettre en mode silencieux pour éviter les bruits d'interférence. Donc, mon nom est Marjolaine Nico, je suis la coordinatrice pour le secrétariat du partenariat Couverture Santé Universelle 2030. Ce webinaire est organisé par la CSU 2030, HC 2030 en anglais, le mécanisme d'engagement de la société civile qui fait partie de UHC 2030. L'acronyme est en anglais aussi, CSEM, et le partenariat pour la CSU, qui est un partenariat au sein de l'OMS. Si vous souhaitez apprendre davantage à propos de ces différents partenariats, vous pouvez visiter les sites web, donc uhc2030.org, csemonline.net et uhcpartnership.net. Eliana Monteforte vient de les écrire dans la boîte de dialogue, chatbox en anglais. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec nous, nous avons Amy Baldersbosch qui fera une présentation du manuel, ainsi que Kira Kor qui sera là pour répondre aux questions que vous soulèverez. Amy est la personne responsable pour le mécanisme d'engagement de la société civile. Elle est directrice senior et responsable d'un programme auprès de Management Science for Health, qui est une organisation basée aux États-Unis et qui sert à l'heure actuelle de secrétariat pour le CSEM. Kira est un technical officer, j'ai oublié le nom en français maintenant, est une collègue de l'OMS qui travaille dans le département des systèmes de santé, gouvernance et financement au siège de l'OMS. Elle fait partie d'une équipe de l'équipe en fait qui a développé le manuel et son contenu et qui sera bientôt finalisé. Donc, nous allons commencer le webinaire avec une présentation que Amy voudra bien faire. Et ensuite, nous aurons une session de questions et réponses. Donc, merci de bien vouloir garder vos questions jusqu'à ce qu'on démarre la séance de questions et réponses après la présentation. Nous n'allons pas utiliser le lien audio ou vidéo pour la discussion. Donc, nous vous demandons d'écrire vos questions dans la boîte de dialogue et faites en sorte que dans la section où on peut adresser le message, vous mettiez tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra voir vos questions. Et de toute manière, moi, je me permettrai de lire les questions pour que tout le monde puisse les entendre et ensuite nous pourrons y répondre. Voilà. Cette présentation est enregistrée. Nous pourrons donc, après, à la fin du webinaire, nous pourrons donc partager d'une part la présentation, qui est une PowerPoint, ainsi que l'enregistrement, de manière à ce que vous puissiez y revenir si nécessaire.
Voilà, merci à vous tous et à vous toutes et bonne séance. Merci Marjolaine, merci pour cette introduction et merci pour tout ce qui en rejoint le webinaire aujourd'hui. Comme a dit Marjolaine, je m'appelle Amy Baldasser-Bush. Je fais partie de le mécanisme de participation de la société civile pour le CSU 2030. Ça, c'est la circonscription de la société civile dans le CSU 2030. Et j'ai le plaisir de vous donner un petit aperçu aujourd'hui de cette manuel sur la participation sociale pour le CSU, la couverture de santé. OK, Eliana, next slide. Merci. Donc, d'abord, un peu de contexte. En janvier 2018, avec l'invitation du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr. Tedros, qui figure ici dans la photo, un groupe de travail société civile a été créé pour conseiller l'OMS sur comment renforcer sa collaboration avec la société civile pour avancer le 13e programme général du travail. Rejoint par des représentants de 17 pays, le groupe de travail a élaboré ensemble des recommandations concrètes et pratiques qui améliorent la capacité de l'OMS à assurer la sécurité du monde, à protéger les personnes vulnérables et à atteindre la santé de tous. Et donc, le groupe de travail de l'OMS sur l'engagement de la société civile a recommandé que l'OMS mette spécifiquement l'accent sur la participation de la société civile au processus politique, qu'elle la favorise et qu'elle fournisse les orientations aux États membres à cet effet. Le manuel sur la participation sociale de la CSU est le résultat de cette recommandation. Le manuel, comme a dit déjà Marjolaine, est développé par le réseau technique sur la participation sociale, qui est coprésidé par l'un des membres de notre groupe consultatif CSEM. Le manuel est élaboré avec les contributions d'un groupe consultatif interne du département gouvernance et financement des systèmes de santé de l'OMS et avec les contributions, bien sûr, de la société civile, du monde universitaire et des États membres. Et comme Marjolaine a partagé, Kira, qui est avec nous aujourd'hui, est du secrétariat de ce réseau et dirige l'élaboration du manuel. Next slide. Lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le CSU, vous savez déjà qu'en septembre de l'année passée, il y avait la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le CSU. Les États membres se sont engagés à faire participer les parties prenantes concernées, y compris bien sûr la société civile, en mettant en place des processus participatifs et transparents, réunissant plusieurs parties prenantes afin d'influencer les politiques et d'examiner les progrès réalisés en matière de CSE. Par conséquent, je voulais dire que cet accent mis sur la participation sociale et l'engagement de la société civile, des communautés et des populations dans la réalisation de la CSU n'est pas seulement une idée venant de l'OMS ou étant suggérée par la société civile. Il y a un engagement au plus haut niveau pour renforcer la participation sociale dans la CSU. Next slide. Alors, le concept du manuel. L'objectif de ce manuel est d'aider les États membres à entreprendre des processus d'engagement, de participation sociale dans le secteur de la santé. Donc, le public ciblé de ce manuel est le gouvernement des États membres. Le groupe consultatif a discuté très tôt, bien sûr, de la question de savoir s'il devrait également y avoir un manuel pour la société civile. Et la réponse est probablement oui. Mais ils ont décidé d'abord qu'il est important de développer des orientations pour les États membres sur la façon de mieux inclure la société civile, les communautés et les populations pour une mise en œuvre plus efficace et effective de la couverture universelle de santé. Donc, les modalités de l'engagement du point de vue du gouvernement, ils sont trois, ou bien l'engagement direct avec les populations, ou l'engagement de la population à travers la société civile, ou bien l'engagement de la population à travers les communautés.
Et quels sont les objectifs de la participation sociale? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'élaborer cette manuel et de suivre les processus? Ça, c'est de mieux d'informer un dialogue politique et prise de décision politique dans le cadre de planification nationale de la santé. Next slide. Ensuite, un aperçu très haut au niveau des travaux réalisés jusqu'à présent dans le cadre du manuel. Donc, ils ont commencé pour la production des données pour le manuel, qui ça traite d'une analyse des écrits ou des documentations, le récolte des études de cas de pays, réunion de groupes consultatifs externes, réunion du groupe expert interne de l'OMS. Et nous sommes actuellement ici dans le 5e boîte, les processus de consultation en cours pour diffuser la structure initiale du manuel afin de recueillir les commentaires, y compris les webinaires comme aujourd'hui, de consultation de la société civile. Next slide. On a déjà entrepris assez profonde analyse documentaire, analyse des écrits. Voici les aspects couverts par l'analyse documentaire déjà. Première place, on a fait on veut faire parvenir une définition commune de la participation sociale, donc en revue des termes et définitions liées à la participation sociale. Après un examen de la théorie de la société civile, en regardant les écrits politiques du sciences sociales. Ça traite de comment est-ce qu'on peut mieux engager la société civile. Donc, en troisième, ça c'est d'examiner la carte entre délibération et création des politiques. Nous savons que la plupart des travaux se concentreront sur les processus de la participation sociale, qui est important. Les processus sont importants, bien sûr, mais ce qui se passe après les processus est également très important. Comment pouvons-nous garantir que les recommandations sont réellement incluses dans la politique et les planifications? En quatrième place, on examine la question de la représentation. Tous ne peuvent pas être présents à la table, alors comment décider si ceux qui représentent la société civile sont réellement les représentatifs de la démographie et des points de vue de l'ensemble des OSC? En cinquième place, revue des compétences requises pour un engagement efficace de la population. Et spécifiquement pour la société civile, ça c'est d'examiner comment maintenir l'engagement des OSC en plus de tous les autres travaux qu'ils effectuent et parce qu'elles ne sont pas payées pour s'engager dans ces processus. Donc, comment rendre la participation sociale durable au niveau du gouvernement et au niveau de la société civile. Ils ont examiné aussi les cadres juridiques pour la participation et, comme je viens d'avoir dit, comment maintenir la participation sur le long terme. Next slide. Alors ensuite, il s'agit d'un aperçu de haut niveau des grandes lignes. Voici les chapitres proposés de cette manuel sur la participation sociale pour le CSU. Ça suit un peu ce que je viens d'avoir décrit. Donc, commençons par chapitre 1, présentation du sujet de l'engagement avec la population, la société civile et les communautés dans l'organisation de la santé et les processus de prise de décision. Chapitre 2, un environnement favorable à la participation sociale. Chapitre 3, représentation dans la participation, comme je viens d'avoir expliqué. Chapitre 4, compétences nécessaires pour un engagement gouvernemental mutuellement bénéfique avec les populations, les communautés et la société civile. Chapitre 5, engagement de la population et prise de décision, les cartes entre délibération et création des politiques. Chapitre 6, les cadres juridiques qui améliorent la participation. Chapitre 7, comment maintenir l'engagement participatif dans la durée. Et voilà, chapitre 8, conclusion générale et recommandations. Ça, le liste des chapitres, des grandes lignes, c'est un aperçu de haut niveau, mais je vous communiquerai sous peu le lien vers plus de détails pour chaque chapitre. Next slide.
Voici le calendrier d'élaboration du manuel. On a déjà expliqué un peu les travaux qui ont été entrepris par le groupe de travail et puis l'analyse documentaire. Ça a été l'année passée, pendant 2019, pas mal des efforts ont été faits. Donc, le commencement d'analyse documentaire, les consultations avec le groupe consultatif interne de l'OMS, et Kira fait partie de ça, donc elle peut nous fournir plusieurs détails. Et puis, entre mars et septembre de 2019, ils ont entrepris le collecte de données pour les études de cas. On va vous donner encore quelques détails pendant la discussion, peut-être, sur les études de cas qui existent, qui sont assez intéressants. En avril et octobre de l'année passée, ont eu lieu les consultations avec le réseau technique sur la participation sociale, dont le CSIM fait partie. La société civile a été représentée là-bas. En septembre 2019, on a discuté déjà le lancement de déclarations politiques sur le CSU pendant la réunion de haut niveau. Donc, ça nous donne des engagements des gouvernements à haut niveau pour suivre cet engagement, pour mettre l'accent sur la participation sociale. Ça, c'est bien dans le paragraphe 43, dans la déclaration signée pour les gouvernements, qui mettent l'emphasis sur l'engagement de la population et des parties prenantes par les biais de plateformes de gouvernance participative. Oui, bien sûr, on va partager le PowerPoint avec vous après. Et oui, c'est disponible en français, en anglais et en espagnol. J'ai vu une question que c'est venu dans le chat. Puis, fin de l'année passée et début de 2020, nous sommes actuellement en train de faire les consultations de la société civile sur les messages clés du chapitre. En fait, ça a été une consultation en ligne. Et maintenant, on fait les consultations avec les webinaires, les discussions avec la société civile. Et en mai 2020, on aura la publication et le lancement du manuel sur la participation sociale à l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, pour l'instant, il faut dire que la consultation d'aujourd'hui, l'OMS n'est pas encore au stade où les chapitres complets sont prêts à partager. Ils commenceront à être disponibles en mars. Ce que nous vous demandons dans la consultation d'aujourd'hui, dans les autres webinaires, c'est d'identifier ce qui nous manque dans les sujets, de dire êtes-vous d'accord avec les points clés, de nous fournir vos suggestions, comme l'élaboration des chapitres est actuellement en cours. Next slide. Donc, voici le lien vers le sondage. Nous vous invitons de donner votre avis. Pour participer dans la consultation, vous avez le lien ici. On va également mettre ça dans le boîte de dialogue pour vous et on a aussi partagé dans les emails avec les invitations. Donc, le lien vers le sondage pour chaque chapitre thématique, vous trouverez encore des détails. Donc, un petit jeu de diapositives résumant pour chaque chapitre ce que nous entendons pour le sujet, pourquoi il est important que les décideurs politiques abordent ce sujet et les messages clés. Sorry, Eliana, can you go back? OK. Et je voulais faire le point sur le fait que les questions de l'enquête sont rédigées en anglais, mais vous pouvez écrire vos réponses en français. Les réponses en français, en espagnol, dans toutes les autres langues des Nations Unies sont bienvenues. Donc, malheureusement, l'enquête a été rédigée qu'en anglais, mais vos réponses sont bienvenues en français. N'hésitez pas à répondre aux questions dans n'importe quelle langue. Nous traduirons tout. Et il faut aussi savoir que la consultation reste ouverte jusqu'au 10 avril. Donc, on fait rouler un peu les webinaires actuellement pour vous fournir quelques détails, quelques explications pour répondre à vos questions. Mais vous avez l'opportunité de vraiment donner vos avis dans la consultation en ligne jusqu'au 10 avril. OK, next slide.
Donc, nous avons la chance d'être rejoints aujourd'hui par Kira et par Marjolaine, qui développe le manuel. Elle répondra à toutes vos questions et vous donnera peut-être plus de détails sur certaines des études de cas, des autres parties de manuel qui sont en train d'être développées. Il y aura aussi une deuxième série des webinaires en mars, au début avril. Ils se porteront sur un chapitre thématique spécifique afin de discuter en profondeur du contenu, mais nous pouvons commencer ça aujourd'hui si vous avez des questions sur les chapitres spécifiques. Avant le webinaire, les projets, les brouillons du chapitre complet seront téléchargés sur le site web de CSU du mai 30. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va discuter l'aperçu, les détails à haut niveau, mais vous aurez également des autres opportunités de participer dans les webinaires. Je crois que pour l'instant, les webinaires en mars et début avril sont prévus d'être seulement en anglais, mais nous sommes en train de discuter si c'est possible aussi fournir quelques autres détails en français, en espagnol, comme nous font aujourd'hui. Donc, voilà les dates prévues, les différents chapitres qui seront discutés en mars et en avril. Et on vous tiendrai au courant pour les autres opportunités d'engager dans ce processus en français. Donc, voilà la présentation d'introduction. Tout cela étant dit, je vous cède la parole Marjolaine et Kira pour commencer la discussion avec nos participants aujourd'hui. Merci. Merci, Amy. Donc là, nous allons pouvoir passer à une session de questions et réponses. Donc, merci si vous avez des questions de nous les communiquer dans la boîte de dialogue et peut-être le temps que vous puissiez le faire, je me permets de rajouter un point peut-être important en fait par rapport à ce processus de participation sociale qui pour moi est au cœur de l'agenda couverture santé universelle. Comme nous le savons tous, c'est comment dire, un programme hautement politique et jusqu'à présent, l'accent a été mis sur la question d'une part de l'accès aux services de santé et la qualité de ces services, le financement, mais en fait souvent la dimension gouvernance c'est un peu le parent pauvre de ce programme, et sans la gouvernance, on ne peut pas aller bien loin. La gouvernance est essentielle pour qu'il y ait l'impulsion politique, pour qu'il y ait ensuite les décisions politiques nécessaires, les institutions, etc. Et la participation citoyenne est essentielle pour que, d'une part, les politiques de santé répondent aux besoins des personnes concernées, mais aussi pour qu'il puisse y avoir une redevabilité et des progrès, des avancées. Et je pense que là, avec la réunion politique de haut niveau qui a eu lieu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2019, cet agenda de démocratie participative dans le domaine de la santé, la participation sociale est vraiment maintenant prise en compte, et il y a dans la déclaration politique un engagement de la part des États membres à mettre en place des plateformes qui permettront la participation et l'engagement des parties prenantes. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un renforcement des capacités, entre autres, mais pas seulement. Donc voilà, c'est le cœur du débat et donc la raison pour laquelle l'OMS a décidé de développer ce manuel. Et donc la consultation, si vous avez eu l'occasion de regarder de plus près les questions, en fait, porte sur les 5 chapitres principaux
par rapport aux 5 thèmes que Amy a mentionnés dans la présentation. Donc, 1, la représentation, 2, les capacités nécessaires, 3, l'engagement participatif engagement et participation publique, 4, le cadre juridique et 5, le maintien de la participation dans la durée. Donc peut-être pour stimuler un peu la discussion, la question c'est est-ce que l'approche d'ensemble et les grandes lignes vous paraissent être pertinentes et est-ce que la manière d'aborder les thèmes dans les 5 chapitres répondent un peu à la problématique sur laquelle vous-même travaillez à travers vos organisations et répondent aux préoccupations des communautés avec lesquelles vous travaillez? Et est-ce qu'il y a éventuellement des lacunes ou des thèmes à renforcer? Donc, donc l'enjeu de la consultation porte sur ces 3 questions. Et donc, si vous avez des questions en particulier à ce stade, merci de nous les communiquer. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions de votre part. Bon, en fait, merci Marjolaine. Je vais juste peut-être reprendre un peu la parole pour dire des quelques mots sur les études et cas qu'on a fait. En fait, on était vraiment très occupés l'année dernière où en fait, c'est un programme sur la gouvernance participative qui nous faisons pour des quelques années ici à l'OMS à Genève, mais bien sûr avec la collaboration des régions. Alors, pour cette manuel de la participation sociale pour la CSU, on a conduit en fait en total 9 études des cas. C'est une manuel qui est pour tous les États membres. Alors, on a essayé de trouver des études des cas qui reflètent toutes les régions pour bien sûr voir un peu les différents contextes. Bien sûr, on sait que les contextes, c'est très important et qui changent en comparaison avec les différents pays. Alors, juste peut-être pour vous donner, parce que je ne vois pas une autre question. On a fait 4 études des cas sur l'engagement direct avec les populations. Il y a une à Thaïlande. En fait, c'est une modèle une Assemblée nationale de la santé qui est vraiment un modèle très sophistiqué. Il y a déjà plus de 10 ans. On n'arrive pas. Oui, monsieur, je vous écoute. Je vous aussi, si vous voulez écrire la question dans la boîte des dialogues ou si vous voulez, vous pouvez prendre la parole aussi. Bon, peut-être que ce n'était pas une question. Alors, je vais juste suivre un peu, mais c'est vraiment à vous de reprendre à votre question particulière. Alors, si vous avez des questions, comme Marjolaine a dit en avance, c'est vraiment pour faire un peu une discussion si le sujet est intéressant pour vous. S'il y a des choses, par exemple, que vous pensez on doit mettre plus d'importance, plus d'accent, un lien qui qu'on a oublié, perdu. Alors, c'est un peu de savoir de votre opinion. Alors, peut-être on va arrêter pour quelques minutes pour vous laisser. Voilà. Donc, d'accord. Voilà, donc là, il y a une question de Marie-Solange Ngueko. Qui remercie pour l'opportunité d'avoir cette présentation et souhaite
revoir la présentation pour mieux formuler les questions. Donc, est-ce que vous aimeriez qu'on remette la présentation? Bon, il y a seulement la fin. Donc, est-ce qu'il y a une partie de la présentation qui vous intéresse en particulier? Peut-être on peut… Et comme nous ne sommes pas nombreux, en fait, nous avions dit au départ que nous préférions que vous écriviez vos questions dans la boîte de dialogue parce que parfois, un webinaire avec de nombreux participants peut être difficile à gérer. Mais là, comme nous sommes très peu, peut-être que vous pouvez prendre la parole. Donc, Marie-Solange, est-ce que vous voulez vous lancer? Oui, j'ai demandé à Liana d'ouvrir la possibilité de parler pour tout le monde. Oui. Et Marie-Solange, en fait, c'est nous qui contrôlons la présentation. Donc oui, faites-nous signe si vous avez une diapositive en particulier que vous voulez revoir. Sinon, Amy, je vous peut-être inviter à voir les diapositives avec les différents chapitres. Et comme ça, Oui. on peut… voilà. Oui, exactement. Bonjour. C'est effectivement la diapositive avec les différents chapitres pour nous permettre de mieux formuler nos contributions, en fait. C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes sont silencieuses parce qu'on découvre la présentation, on veut la comprendre et maintenant savoir comment on pose nos questions pour avoir les meilleures réponses. Merci. D'accord, voilà. Et peut-être je vais juste, voilà, si vous avez un peu plus de temps pour réfléchir de votre question, c'est juste peut-être pour vous donner les différents pays où on a fait une étude des cas. Alors, quand j'ai commencé, c'était en Thaïlande, qui fait une Assemblée nationale de la santé. En Tunisie, il y a un dialogue sociétal qui, en fait, c'est très intéressant parce que cela est commencé après le protest qui sont conduits en 2011. Alors, c'était vraiment un contexte très spécial. Et ce dialogue, c'est dans la deuxième phase. Et on peut voir vraiment des différentes situations, les points intéressants aussi pour soutenir ce dialogue sociétal. Troisièmement, on a une étude des cas en France. Il y a une culture, je veux dire, assez longue sur la démocratie sanitaire, en particulier avec l'État général de la santé. Et aussi, il y a un comité consultatif national d'éthique. En fait, on a une membre qui aussi fait partie de notre groupe consultatif qui voilà, conduit plusieurs consultations régionales sur les points bioéthiques avec la population en France. Quatrièmement, aussi, je trouve qu'un contexte très intéressant, il y avait des processus en Iran pour conduire les assemblées nationales. En fait, au niveau national, régional et local, en 2017, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est aussi de comment on peut soutenir cet engagement et bien sûr, c'était considérant la situation en moment. Pour l'engagement de la population à travers de la société civile. Peut-être que ça, c'est pour l'audience beaucoup plus francophone. On a fait aussi une étude des cas à Burkina Faso en ce qui concerne l'engagement de la société civile dans les processus d'élaboration et la mise en pratique ou la mise en œuvre de la stratégie nationale de financement. Et deuxièmement aussi, on a fait une dans les contextes latino-amériques, à Mexique, sur la responsabilité budgétaire pour les services de santé sexuelle et reproductive. Pour les troisième catégories, je veux dire l'engagement de la population à travers la communauté. Il y a une étude des cas à Madagascar qui aussi s'est fait partie d'un programme d'une société civile pour vraiment renforcer la santé ou du système de la santé district. Et le huitième, en Inde, il y a une
mission de santé RUA, qui aussi a des différents mécanismes participatifs pour renforcer la participation communautaire. Et voilà, la dernière, c'est de nouveau en Europe, à Portugal, il existe un Conseil national de la santé depuis 2 ans. Et là-bas, c'est aussi la participation de la société civile. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment voilà, des différents contextes, des différents mécanismes de la participation, mais c'est aussi de savoir où il y a des liens en commun. Et si on peut peut-être voir les manuels et les diapositifs sur les différents chapitres, par exemple le chapitre 2, de parler un peu ou analyser un peu sur le contexte, les environnements favorables, c'est quoi les indicateurs ou éléments qui sont favorables ou pas favorables pour voilà, faire de la participation sociale. Alors, ça, c'était juste pour vous donner un petit résumé sur la collecte des données et l'analyse des données que nous toujours sommes en train de, voilà, de faire. Mais voilà, c'est vraiment à vous de prendre la parole. Alors, j'arrête ici pour vous voilà, poser la question. Merci beaucoup. Et merci Kira. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le microphone pour désactiver le mode silencieux vous-même s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Merci. Merci, c'est encore Marie-Solange. Je voudrais revenir sur ma première question qui me tombe sur la tête avec le lancement ou la mise en place de la couverture de santé universelle dans nos pays en voie de développement, qui est le problème de gouvernance. Nous pensons que beaucoup de problèmes ont été relevés, beaucoup de points importants ont été relevés dans ce manuel, mais on aurait souhaité, moi particulièrement, j'aurais souhaité que le point de gouvernance dans la participation sociale, que ce soit celle de la population, des communautés ou de la société civile, soit ressorti. Comment est-ce que ces groupes de personnes pourront s'impliquer dans la gouvernance, parce que c'est le tendon d'Achille de nos pays. Et particulièrement, c'est le point rouge de la mise en œuvre de la couverture de santé universelle dans nos pays, si nous pouvons les appeler sous-développés. Ça, c'est mon premier point. Moi, je soutiens, je suis en train de partir, je soutiens celle qui vient de parler tout de suite là, par rapport à la gouvernance, même au niveau communautaire, parce qu'on s'est rendu 40 ans depuis les soins de santé primaire, alimentaire, pourquoi ça n'a pas réussi? Parce qu'il y a eu un problème de gouvernance même au sein de la communauté. Donc, j'appuie sa question. Moi, c'est Cheikh Oumar Ouedraogo, de Burkina. Merci pour, d'une part, confirmer que les questions de gouvernance sont au cœur de la problématique et qu'il est vraiment nécessaire de faire quelque chose pour réaliser des avancées en matière de couverture de santé universelle. Donc ça, c'est déjà un point de départ positif. Marie-Solange a posé la question comment elle souhaiterait voir l'accent mis davantage sur comment les communautés et les organisations de la société civile peuvent s'impliquer. Alors c'est vrai que l'objectif de ce manuel s'adresse, vise à, fournir des lignes directrices en fait pour les gouvernements, parce que en fait il faut d'une part qu'il y ait un environnement favorable à la participation, et ça c'est la responsabilité des gouvernements. Mais c'est vrai qu'après il y a aussi la question de savoir
comment les communautés, les organisations de la société civile elles-mêmes peuvent participer. Là aussi, il y a des actions à faire. Donc, mais il y a une sorte de chevauchement parce qu'il y a l'environnement favorable, il y a aussi les questions de représentation, les cadres juridiques. Bon, après, évidemment, je crois qu'il ne faudra pas s'arrêter là et dans le, comment dire, le processus de dissémination du manuel, il faudra voir comment appuyer les organisations de la société civile et les communautés à, comment dire, à s'organiser pour pouvoir se mobiliser. Et ça fait partie d'un programme de travail plus large et c'est un travail de longue haleine, mais euh, euh, en fait, effectivement, il va falloir s'y pencher. Peut-être que Kira a peut-être quelques idées déjà à ce sujet par rapport au suivi qui pourrait être envisagé. D'autre part, vos propres suggestions peuvent être aussi des bonnes indications pour le travail que le mécanisme d'engagement de la société civile de CSU 2030 pourrait envisager. Donc, nous sommes à votre écoute et c'est justement là l'objet aussi de la consultation, de bien prendre en compte vos préoccupations, vos besoins, etc. Oui, merci Marjolaine. Juste pour peut-être ajouter quelques points. Alors pour nous, juste pour reconfirmer, oui, cette manuel, voilà, le groupe comment je veux dire, le groupe cible pour l'instant, c'est le gouvernement des États membres, mais en fait, on a eu beaucoup de discussions avec notre groupe externe de la participation sociale, si on doit faire peut-être d'autres manuels qui s'est dirigé pour la société civile, mais en fait, il y avait assez grand la discussion parce qu'il y a déjà des documentations et voilà tout ça, mais ce que manque, en fait, il y avait un peu la situation pour faire une guide particulièrement adressée pour les gouvernements, pour qu'eux peuvent savoir un peu plus comment on doit initier, mais aussi institutionnaliser un processus beaucoup plus, voilà, une culture de la participation sociale. Alors ça peut être le premier. Pour le suivi, oui, d'autres questions ou voilà, une recommandation, je ne sais pas, c'était vraiment très clair, ça c'est un produit, un manuel, mais en fait, après la publication, on doit travailler beaucoup plus pour la dissémination du résultat, de travailler dans les différents contextes des pays pour voilà, faire une soutien technique, comment on doit faire ou comment on peut faire un processus de la participation ou une approche beaucoup plus d'une gouvernance participative. Peut-être un deuxième point, juste pour souligner que vous avez dit aussi, bien sûr, on voit en fait dans l'étude des cas que quelquefois c'est très intéressant. Les capacités, quelquefois, sont très limitées pour la société civile. Alors, dans quelques études de cas, on a vu que voilà, il y avait un groupement des groupes de la société civile avec des différentes spécialisations qui, en fait, c'était intéressant, qui ont monté la capacité et qui peut diriger les informations plus précises, plus détaillées où les parties prenantes dans le ministère de la Santé, par exemple. Alors, je crois qu'il y a vraiment des discussions sur les différents points d'aspect, considérant que, voilà, il y a une différence où la pouvoir, bien sûr, de prendre la décision pour, voilà, comment je veux dire, faire un soutien que la voix de la population, de la communauté est prise en considération quand il y a le temps pour prendre la décision. Et ce n'est pas juste pour faire une consultation participative, pour, voilà, on a fait des clics
on a invité une personne qui est représentant de la société civile. Non, c'est vraiment de voir les différents aspects, comment on doit le faire, puisqu'il y a une participation sociale et voilà, efficace pour mieux comprendre l'opinion de la population. Je vais prendre encore la parole, si vous le permettez. C'est encore Marie-Solange. Oui, bien sûr. Oui, je voudrais renforcer un peu la discussion que nous sommes en train de faire. Lorsque nous lisons le chapitre 4, les compétences nécessaires pour un engagement gouvernemental mutuellement bénéfique avec les populations des communautés et la société civile. Ça veut dire que c'est les gouvernements qui font les politiques. Mais maintenant, ce manuel va donner les orientations afin que, que le gouvernement ait des compétences dans ses engagements à permettre que les décisions soient prises au bénéfice de la population, des communautés et de la société civile. Si je comprends bien, parce que je voudrais avoir votre confirmation que la question est, que le chapitre est bien compris. Ça veut dire que au chapitre 4, les compétences nécessaires pour un engagement gouvernemental mutuellement bénéfique avec les populations, les communautés et la société civile, veut dire que ces personnes, le gouvernement, avant de prendre les décisions, va s'asseoir sur une même table avec les communautés, je veux dire les représentants des communautés et la société civile, afin que les engagements soient bénéfiques pour les trois parties. Maintenant, là, c'est clairement défini. C'est dans ce sens que on aurait souhaité qu'en matière de gouvernance, qui est le tendon d'Achille, que ça apparaisse quelque part. Ce n'est pas que le deuxième manuel est important, comme vous le soulevez, pour orienter la société civile et les populations, les communautés. Comment est-ce que ces sociétés civiles-là vont intervenir ou vont accompagner les gouvernements dans les prises de décision. Mais maintenant, comment est-ce que, si vous n'insérez pas, par exemple, un point sur la gouvernance, et comment est-ce que, et accepter que les engagements qui seront pris par les gouvernements intègrent les bénéfices des communautés et des populations, ça sera un peu difficile qu'un manuel qui vient, un manuel qui est orienté vers la société civile, oriente également le gouvernement. C'est dans ce sens que moi, j'étais en train de proposer que qu'il y ait un point qui ressorte vraiment. Cette gouvernance est le gros tendon d'Achille dans nos pays, compte tenu des expériences que nous avons eues sur le terrain pour un certain nombre de programmes de couverture universelle. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la couverture de la CSU, veut qu'elle soit pour beaucoup d'interventions, mais dans nos différents pays, il y a certains programmes qui font déjà la couverture générale de tout le pays, tels que les programmes de vaccination, et nous connaissons les problèmes que nous trouvons dans ces programmes. Comment est-ce que on peut insérer dans ce manuel qui oriente nos gouvernements à accepter que sur la table de la gouvernance, que les bénéficiaires, parce que les résultats de ce qui est donné dans la couverture de santé universelle, bien que les décisions soient prises par le gouvernement, le bénéfice est celui de la population, des communautés, aussi de la société civile qui accompagne le gouvernement. Voilà. Marie-Solange, merci d'insister sur ce point qui, effectivement, comme vous le dites, est le véritable talon d'Achille. Je pense que vous lisez entre les lignes, et peut-être que le fait que vous insistiez tellement va donner à l'équipe de rédaction une incitation à comment dire, mettre tout l'accent nécessaire pour que ce point ressorte. Parce qu'en fait, je crois que on parle bien de gouvernance. Alors après, je crois que dans les différents chapitres, il y a des
il y aura en fait toutes les mesures que les gouvernements doivent prendre pour que la société civile puisse participer. Et par exemple, l'étude de cas par exemple, de la Thaïlande montre que, par exemple, le gouvernement, alors la Thaïlande est un pays à revenu intermédiaire, la Thaïlande a une loi pour, comment dire, fixer cette, comment dire, participation dans le domaine de la santé, et ils ont une commission qui a des fonds qui aussi, peuvent être utilisés aussi pour que la société civile puisse mieux s'organiser et s'engager pleinement et de manière tout à fait, comment dire, constructive et avoir un impact, pas juste venir à la table. Donc, après, effectivement, il y a des mesures complémentaires qui ne sont pas inclus dans la manuel, mais si vous, dans le cadre de la consultation, vous faites part de vos suggestions et recommandations, on pourra, ça aura plus de poids aussi pour le suivi. Dans le cadre du mécanisme d'engagement de la société civile, nous avons des chantiers pour, par exemple, d'une part, voir quel est l'appui nécessaire dans les différents pays, et le mécanisme est en train de consolider comment dire, son engagement avec les partenaires dans les différents pays, et nous allons voir s'il y a la possibilité de petit à petit améliorer les liens et créer, comment dire, des processus qui permettent de vous accompagner dans ces changements. Voilà. Questions de la part d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour... Sinon, peut-être je permets de ajouter ce que Marjolaine a dit sur le point de Thaïlande. En fait, là-bas, c'est très intéressant la composition en fait de l'Assemblée. C'est fait partie des 3 secteurs. Le secteur de gouvernance, le secteur de peuple, qui, voilà, c'est des citoyens ou la société civile, et les troisièmement, l'académie. Et en fait, ils sont tous présentés dans la même quantité. Alors, je trouve que ça, c'est intéressant aussi, parce que quelquefois, on peut voir qu'il y a la société civile qui était invitée pour prendre part d'une consultation, mais voilà, c'était juste peut-être une des personnes. Il y a des problèmes, par exemple, que l'invitation est venue tardive. Peut-être il y a des situations qui c'était juste en fin d'une processus où les situations où la prise de la décision est déjà prise. Alors, c'est intéressant pour voir aussi le point, on peut voir pour les différents secteurs de prendre parole et de prendre en considération l'opinion des différents parties prenantes. Et je crois que ça, c'est un peu pour souligner que voilà, on doit recevoir ou faire un soutien pour un processus participatif. Voilà, qui est vraiment efficace, qui c'est pas une approche rapide, mais voilà une approche qui est institutionnalisée, qui permet de connaître la nécessité de la population pour bien sûr mieux écrire un nouveau plan de la stratégie nationale de la santé, par exemple. Et voilà, pour qui ce plan, la stratégie, le policy, c'est plus qui correspond plus à la situation de la population.
Et merci beaucoup, Marjolaine et Kira. Je crois que nous sommes presque à l'heure. Ça fait 1 heure de discussion très intéressante et j'espère que cette présentation a été utile pour tous les participants. Je voulais juste rappeler tout le monde que cette présentation est en cours d'enregistrement et nous partagerons le PowerPoint et l'enregistrement de cette présentation un peu après le webinaire sur le site web de CSIA, mais peut-être aussi sur le CSE 2030. Et aussi pour répondre à notre question, on a déjà mené les webinaires en anglais, en espagnol hier et en français aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de télécharger, de partager les présentations en anglais, en espagnol, en français, ils seront tous disponibles là sur notre site web. Et donc, ça reste juste pour remercier encore une fois Kira et Marjolaine pour votre participation aujourd'hui, pour avoir répondu à toutes les questions. Et nous restons à l'écoute. Je vous rappelle, le lien est aussi également disponible sur le site web de csemonline.net. De visiter cette consultation, le sondage en ligne. Vous avez jusqu'au 10 avril de rajouter vos commentaires plus détaillés. Et on a aussi, bien sûr, pris les notes aujourd'hui de vos interventions pour partager avec l'équipe chez l'OMS, avec Kira et les autres qui sont en train d'élaborer les chapitres. Donc, merci encore à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.